Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire sur la loi de partage de la valeur. Nous allons évoquer les nouveautés réglementaires liées à cette loi. L'idée, effectivement, c'est d'essayer de voir comment on va transformer dans vos entreprises cette loi en opportunité. Alors, je suis accompagné aujourd'hui par Roland Ninot, qui est formateur et consultant en ingénierie des rémunérations et de la protection sociale, et qui est aussi un ancien expert comptable. Bonjour. Bonjour Roland. Donc, je suis personnellement, moi-même, je suis François Hennebel, je fais partie de ProBTP et de Regard BTP, la structure du groupe qui accompagne les entreprises sur toutes les problématiques d'épargne salariale. L'idée, c'est de vous présenter effectivement la loi de partage de la valeur. Vous allez pouvoir nous poser des questions en direct sur le chat. N'hésitez pas, effectivement, nous y répondrons en fin de présentation. Et puis, à la fin de cette présentation, vous aurez un petit QR code sur lequel qui pourra vous aider à vous connecter pour rencontrer et organiser un rendez-vous avec des représentants de ProBTP pour évoquer le cas de votre entreprise et mettre en place les dispositifs d'épargne salariale. Alors, j'ai été trop vite, excusez-moi, je repars. Alors, l'épargne salariale, quelques chiffres pour que vous ayez une idée de ce que représente le marché de l'épargne salariale. L'épargne salariale, ça est 26,3 milliards d'euros qui ont été distribués cette année aux salariés bénéficiant de ces dispositifs dans leurs entreprises. C'est plus de 52% des salariés du privé hors secteur agricole qui bénéficient de ces dispositifs. Donc ça fait environ 9 millions de salariés qui ont accès à un dispositif d'épargne salariale. Alors, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est la répartition de ces salariés en fonction de la taille de leur entreprise. En effet, 86,6% des salariés dans les structures importantes ayant plus de 1000 salariés bénéficient d'un dispositif, ce qui n'est pas complètement illogique parce que les entreprises à partir de 50 collaborateurs doivent mettre en place de l'épargne salariale via la participation. Ce chiffre descend à 20,7 pour les structures de 10 à 49 salariés. L'obligation de la participation n'existant plus. Et il est légèrement inférieur, environ 20% pour les structures jusqu'à 10 salariés. Donc, il y a encore beaucoup d'entreprises, peut-être parmi les vôtres, qui ne sont pas encore équipées. Il n'est pas trop tard. Alors, l'épargne salariale, qui en sont les bénéficiaires? Et ça, c'est aussi important. Ce sera quelque chose à bien avoir en tête dans tout le déroulé de notre présentation. L'épargne salariale, les bénéficiaires sont d'abord les salariés. Elle porte bien son nom. Tous les salariés de l'entreprise, y compris les apprentis, sont bénéficiaires de ces dispositifs d'épargne salariale à partir du moment où ils ont 3 mois d'ancienneté. On pourrait avoir des seuils d'ancienneté plus faibles, mais à partir du moment où j'ai 3 mois d'ancienneté, s'il y a un dispositif d'épargne salariale dans mon entreprise, j'en suis bénéficiaire. Les dirigeants d'entreprise, et ça c'est important, sont bénéficiaires de l'épargne salariale et donc peuvent profiter des mêmes avantages en la matière jusqu'à 249 salariés que leurs collaborateurs. Et les derniers bénéficiaires sont les conjoints associés ou conjoints collaborateurs qui sont eux aussi bénéficiaires de ces dispositifs à partir du moment où ils bénéficient bien de ces statuts de conjoints collaborateurs et de conjoints associés. On peut apporter une petite précision. Oui, volontiers, Roland. C'est que dans les entreprises ou des petites entreprises, donc notamment dans des sociétés holding où on a le dirigeant et dont le seul salarié est le conjoint, donc on est évidemment tenté de mettre l'épargne salariale en place puisque ce sont des rémunérations qui sont très peu socialisées et très peu fiscalisées. Alors faites attention, il faut absolument avoir un salarié. Donc, c'est pas parce que l'épouse a une fiche de paye ou un contrat de travail qu'elle est salariée. Donc, moi, j'invite à chaque fois que l'épouse ou quelqu'un de la famille est le seul salarié, entre guillemets, de l'entreprise, c'est de faire un rescrit auprès de France Travail. On trouve ça sur le site de France Travail pour demander l'avis et finalement l'autorisation, entre guillemets, de France Travail. Il faut absolument, le salarié, c'est quelqu'un qui a un lien de subordination avec l'entreprise. C'est pas le contrat de travail, c'est le lien de subordination. Donc bien le vérifier quand il y a un seul salarié pour éviter de mauvaises surprises. Donc avoir un salarié au sens du droit du travail. Au sens du droit du travail, tout à fait. Alors, on va parler d'épargne salariale. Ce qui va être intéressant, c'est de rapidement voir de quoi on parle quand on parle d'épargne salariale. Bon, quand on évoque l'épargne salariale, on évoque d'abord tout ce qui est intéressement,
qui est un dispositif qui est lié à l'atteinte d'objectifs, financiers ou pas, très souvent financiers, c'est vrai. On peut aussi parler de prime de partage de la valeur, qui peut être un flux d'alimentation des dispositifs d'épargne salariale. On va parler aussi, avec l'épargne salariale, de la participation, qui, elle, comme je l'évoquais, est obligatoire pour les structures qui ont au moins 50 salariés, et ça sur les 5 dernières années consécutives. Ce sont les évolutions récentes de la réglementation. Et puis on va aussi en épargne salariale parler de ce qui permet d'épargner, donc des enveloppes d'épargne, qui sont le plan d'épargne entreprise, le PE, qui peut être un PUI, plan d'épargne interentreprise. L'entreprise adhère à un règlement qui a déjà été déposé. Et puis le plan d'épargne retraite collective, qui est le grand frère, entre guillemets, du plan d'épargne entreprise, mais qui lui a un horizon retraite, alors que le PE, lui, a un horizon 5 ans. Je vais laisser maintenant la parole à Roland pour évoquer la prime de partage de la valeur. Alors, c'est la slide d'avant. J'ai été encore trop vite, désolé. Mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà, nous y sommes. Ok, donc là on rentre dans le vif du sujet de la loi qui nous intéresse ce matin, et c'est le dispositif dont on a entendu le plus parler. Hein. C'est le dispositif qui est le plus médiatisé. Comme l'a dit François en préambule, on s'aperçoit qu'il y a un défaut d'équipement de dispositifs d'épargne salariale dans les entreprises TPE, PME. Et donc le législateur, sa volonté, c'est de diffuser davantage les dispositifs d'épargne salariale dans ces entreprises-là. Donc de quelle entreprise parle-t-on? C'est des entreprises qui ont au moins 11 salariés et qui ont moins de 50 salariés. Donc ces entreprises, attention, c'est dans 4 semaines, hein, c'est le 1er janvier 2025, elles devront mettre en place un dispositif d'épargne salariale. Alors d'abord, vous verrez, on vous le dira à chaque fois, cette loi met en place des dispositifs qui sont expérimentaux. Donc ils durent 5 ans, donc dans 5 ans, ils tombent, sauf si le dispositif est reconduit parce qu'il a eu du succès, parce qu'il a prouvé son efficience. Alors, ces entreprises-là, donc de moins de 11 et au moins 11 et moins de 50 salariés, devront mettre en place, à compter du 1er janvier 2025, un dispositif d'épargne salariale. Alors, dispositif, François en a parlé, donc participation, intéressement, PE, PERCO, donc un plan d'épargne salariale, ou même une prime de partage de valeur. On vous dira les différences entre ces dispositifs dans quelques minutes. Alors évidemment, les entreprises qui ont déjà mis en place un de ces dispositifs n'auront pas l'obligation d'en mettre un nouveau. Elles en ont déjà un, donc elles n'auront pas l'obligation d'en mettre un nouveau. Alors quelles sont les entreprises qui sont concernées? On a parlé de l'effectif, mais ces entreprises, il faut qu'elles soient sous forme de société. Autrement dit, les entreprises individuelles ne sont pas concernées par cette obligation. Alors évidemment, elles peuvent le faire, elles peuvent le mettre en place, mais ce n'est pas une obligation légale. Et enfin, il y a une condition liée aux bénéfices. Il faut que ces sociétés aient un bénéfice fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires sur les 3 exercices précédents. Autrement dit, c'est les exercices 2022, 2023 et 2024. Je vous rappelle que l'exercice 2024, vous ne connaissez pas forcément le résultat le 1er janvier 2025. Hein. Il faut attendre que le bilan soit fait, que votre expert comptable ait fait le bilan pour être sûr d'avoir satisfait la condition. Donc il y a quand même un travail d'anticipation et il y a certains dispositifs où il faut un peu de temps pour le mettre en place. Donc ça, on n'y pense pas le 30 avril. Hein. Il faut y penser en février ou en mars pour choisir le dispositif le plus efficace à mettre en place pour l'entreprise. Alors, cette loi, elle ne nous impose pas de montant minimum. On va le voir à travers d'exemples, ce que veut dire pas de montant minimum. Et enfin, on a dit au moins 11 salariés. Donc, quand regarde-t-on cet effectif de moins de 11 salariés? Donc, je vous le rappelle, vous mettez ça en place à compter du 1er janvier 2025. Et donc, l'effectif de moins de 11 salariés, c'est en 2024. Donc, il faut absolument, pour rentrer dans ce dispositif, c'est avoir au moins 11 salariés en 2024. 2023, on s'en fout. 2022, on s'en fout. 2025, on s'en fout. C'est 2024. Alors, comment on compte les salariés? Alors, c'est assez simple. Un salarié à mi-temps, il compte un demi. Un salarié qui rentre le 1er juillet 2024, il compte un demi s'il est à plein temps, parce qu'il aura travaillé 6 mois dans l'année. Et vous faites la somme. Et si on arrive à au moins 11, eh ben on a cette obligation, évidemment, si on satisfait aux conditions d'effectifs et de résultats. Alors, les différences entre prime de partage de valeur et plan d'épargne salariale, une première différence, c'est que ce qui concerne l'épargne salariale, le dispositif, il est collectif. Il concerne la collectivité des salariés.
les seuls salariés qui peuvent échapper, mais c'est sur option de l'entreprise, c'est de mettre en place une condition d'ancienneté. Et la loi nous dit, attention, on ne peut pas dépasser une condition d'ancienneté de 3 mois. C'est-à-dire qu'on peut exclure les salariés qui ont moins de 3 mois d'ancienneté de l'entreprise, mais on ne peut pas dire 6 mois, 9 mois, c'est 3 mois. Mais ce n'est pas une obligation, on peut faire adhérer au dispositif l'ensemble des salariés. Concernant la PPV, elle peut ne pas être collective. C'est-à-dire qu'on peut mettre par exemple une condition de rémunération et on peut dire tous les salariés qui ont une rémunération inférieure à 3 SMIC sont concernés. Les autres ne le sont pas. Okay, vous avez compris que dans l'autre sens, ça ne marche pas. Hein. On ne peut pas dire seuls sont concernés les salariés qui ont plus de 3 SMIC de rémunération. Alors, maintenant, on va faire des exemples. Et puis après les exemples, je pense qu'on aura complètement compris le cadre de ce dispositif. On va prendre... Pas de raison, effectivement. Hein, on y va. C'est parti. Le premier exemple, c'est la SARL Ouro, qui a 20 salariés et qui n'a aucun dispositif d'épargne salariale mis en place. Donc, vous avez dans la colonne de gauche les chiffres d'affaires, colonne de droite les bénéfices fiscaux. Donc, on a dit il faut que le bénéfice fiscal soit au moins égal à 1% du chiffre d'affaires. Très rapidement, même si on n'est pas très bon en calcul mental, on s'aperçoit qu'en 2022, on est à moins de 1%. Et donc, on n'a pas 3 exercices consécutifs. Ça veut dire que l'entreprise Ouro, elle n'a pas l'obligation de mettre un dispositif d'épargne salariale à compter du 1er janvier 2025. Attention, si en 2025, elle a un bénéfice fiscal supérieur à 1%, on aura satisfait la condition 2023, 2024, 2025 et l'obligation naîtra le 1er janvier 2026. Deuxième exemple, la société Chélan. Alors, la société Chélan, donc, il y a 23 salariés, il n'y a aucun dispositif de mise en place. Et là, cette entreprise, cette société, elle a cette fois-ci un bénéfice fiscal qui est supérieur à 1% du chiffre d'affaires sur 3 exercices consécutifs. Et donc, elle aura l'obligation de mettre un dispositif d'épargne salariale dès le 1er janvier 2025. Une petite incise, on a parlé, à chaque fois, on parle du 31 décembre. Il y a des entreprises qui clôturent leur exercice. Oui. Pas forcément le 31 décembre, mais le 30 juin ou le 30 septembre. Prenons le cas d'une société qui clôture son exercice social le 30 septembre 2024. Dans ce cas-là, son obligation naîtra le 1er octobre 2025. Hein. C'est à l'issue de l'exercice clôturé le 30 septembre 2025. D'accord. Troisième exemple, la société Lavalette. Alors, la société Lavalette, elle a 30 salariés, elle a mis en place un accord d'intéressement. Elle a des bénéfices fiscaux qui, à chaque fois, sont supérieurs à 1% du chiffre d'affaires. Cette société, qui est vertueuse parce qu'elle a déjà mis en place un accord d'intéressement, elle n'est pas non plus touchée par cette obligation parce qu'elle a déjà un accord d'intéressement qui est mis en place. Quatrième exemple, la SRL Bovary. Alors la SRL Bovary, vous voyez son chiffre d'affaires, vous voyez les bénéfices fiscaux. On s'aperçoit rapidement que le bénéfice fiscal est à chaque fois supérieur à 1% du chiffre d'affaires. Et la question qu'on est en droit de se poser, parce qu'on l'a donné à les conditions, on a dit qu'il n'y avait pas de montant minimum. Et donc si cette société mettait en place un accord d'intéressement, François, dont l'objectif serait irréaliste, inatteignable. OK ? Là, finalement, on ne pourrait rien dire à cette société. Elle a satisfait à son obligation de mettre en place un accord d'intéressement, mais elle n'en distribuera pas parce qu'on sait d'avance que l'objectif n'est pas atteignable. Donc, évidemment, cette société, elle ne joue pas le jeu, et si elle ne joue pas le jeu, la différence, elle se fera au niveau des salariés. Hein. Aujourd'hui, on vit, on le sait tous, une période où en matière de recrutement, c'est compliqué, et donc, ce sera les salariés qui feront le choix de leur employeur. D'accord. Donc à l'entreprise de jouer le jeu et effectivement tout à fait. De permettre à ses salariés de bénéficier de cette création de valeur. Il ne faut pas faire semblant de jouer le jeu. Hein. Il faut vraiment jouer le jeu. Cinquième exemple, la SRL Sorel. Donc, vous voyez, on a repris les mêmes chiffres d'affaires et les mêmes résultats. Et là, on se disait, si la société Sorel, elle mettait en place une PPV, mais que la PPV est de 1 €. Elle a satisfait légalement à son obligation. Elle ne pourrait pas se faire redresser, mais on est exactement dans le même cas que l'exemple précédent. Okay, donc, des salariés qui n'a pas joué le jeu. Exactement. Donc oui, effectivement, ça reprend un peu l'idée de la loi qui était de proposer aux entreprises de partager la création de valeur avec les salariés sans donner d'obligation et de minimum à verser.
On se rappelle que c'est un accord national interprofessionnel qui a été à l'origine de cette loi, donc qui a été effectivement travaillé entre les représentants des salariés et les représentants des entreprises qui ne voulaient pas obligatoirement, très probablement, être contraintes en termes de minimum à verser comme pour la participation. Dans ce cadre-là, nous, on va aussi évoquer ensemble l'intéressement de branche qui est proposé dans le cadre du bâtiment et des travaux publics, l'intéressement de branche du BTP, qui peut permettre aux entreprises, donc qui peut vous permettre à vous, en tant qu'entrepreneur, de profiter d'un dispositif simple pour pouvoir bénéficier avec vos salariés des avantages du partage de la valeur et de la loi de partage de la valeur. Alors l'intéressement de branche, qui est adossé effectivement à un plan d'épargne interentreprise, parce que l'idée est pour chaque salarié de pouvoir investir sa prime d'intéressement et de bénéficier de l'ensemble des avantages fiscaux et sociaux liés à l'épargne salariale. L'intéressement de branche, qui a été signé, comme je disais, par les organisations patronales et salariales, prévoit un indicateur de performance qu'on va voir et peut effectivement avoir un coefficient pondérateur lié à l'entretien, au coût d'entretien plutôt, et de remplacement du matériel, ce qui est parfois un sujet assez important et assez prégnant dans les entreprises comme les vôtres. Donc nous sommes là effectivement pour accompagner les entreprises, pour mettre en place cet accord d'intéressement de branche qui très simplement propose aux entreprises de distribuer 5% de leurs résultats courants avant impôt. Donc la formule de calcul est en effet peu contraignante, ça c'est important parce que 5% du résultat courant avant impôt, ça ne représente pas obligatoirement une somme trop importante pour la trésorerie des entreprises. Et puis on verra avec Roland après comment on peut booster, si vous me permettez cette expression, l'intéressement distribué aux chefs d'entreprise et aux salariés. Nous allons accompagner, nous, le groupe ProBTP, Regard BTP, les entreprises dans la mise en place de cet accord d'intéressement. Ça veut dire que nous allons vous simplifier effectivement la démarche et vous permettre de bénéficier de cet avantage social et fiscal de façon simple et rapide. En effet, tout en respectant bien sûr le timing en termes de loi et de mise en place. Et vous serez ainsi raccordé à un accord d'intéressement qui a déjà été déposé, qui a déjà été validé, ce qui vous permet tout au long de la vie de cet intéressement et de ce dispositif d'intéressement dans votre entreprise de pouvoir être certain d'avoir quelque chose qui soit à jour au niveau juridique et ce qui est important dans les structures qui n'ont pas obligatoirement le temps de s'en occuper au quotidien. Donc, que dit notre accord d'intéressement de branche ? Il y a deux possibilités. Soit l'entreprise adhère à l'accord d'intéressement de branche et par décision unilatérale du chef d'entreprise sans y mettre d'option. Et qu'est-ce qu'elle va dire à ses salariés ? L'entreprise va dire à ses salariés, écoutez, on va se distribuer 5% du résultat courant avant impôt et ce résultat, donc ces 5%, on va se les distribuer proportionnellement au salaire. Donc ça veut dire que chacun bénéficiera d'une prime d'intéressement qui sera relative à son salaire. Alors ce n'est pas son salaire contractuel, c'est le salaire correspondant au nombre de jours effectifs ou d'heures effectives travaillées. Donc il y aura une notion, de toute façon, de présence pour les salariés quand on distribue l'intéressement proportionnellement au salaire. Le chef d'entreprise, et ça c'est important, le conjoint collaborateur, ils sont aussi éligibles. Donc le conjoint collaborateur, on aura plutôt l'idée que son revenu sera équivalent au plafond annuel de la sécurité sociale, si je ne dis pas de bêtises, Roland. Et le chef d'entreprise, lui, si on répartit proportionnellement au salaire, on prendra pour lui le salaire, la rémunération la plus élevée, à part la sienne, au sein de l'entreprise. Donc il sera légèrement plafonné, mais plafonné de façon un peu plus importante en fonction du décalage entre ses salariés et lui, mais il en bénéficiera tout autant que ses salariés. On peut aussi, effectivement, proposer un avenant à l'accord d'intéressement de branche et on peut travailler soit sur la formule de l'intéressement, donc les fameux 5% du RCI, soit sur le mode de répartition. Alors travailler sur la formule, ça peut être par exemple mettre un seuil de déclenchement. Je vais distribuer 5% de mon RCI si et seulement si celui atteint 10 000 €. Je donne un chiffre totalement au hasard. Ou je peux dire de 1 à 50 000 € de RCI, j'en distribue 5%. Et puis à partir de 50 001 € de RCI plutôt, je vais en distribuer 7 ou 8%. On peut faire évoluer effectivement la formule pour l'adapter à la situation de l'entreprise. Il faut que l'intéressement
correspondent à la situation de l'entreprise. Ce n'est pas comme dans la participation, ce n'est pas une formule légale et obligatoire. Et puis, on peut aussi jouer sur le mode de répartition et avec l'idée de dire, pour tout ou partie de la masse d'intéressement distribuée, on va la distribuer là proportionnellement au temps de présence. Ça veut dire qu'on va lisser l'effet salaire et que sur cette partie qui peut aller de 0 à 100% de l'intéressement distribué, le chef d'entreprise ou le salarié le mieux payé dans l'entreprise, s'il a été là pendant toute l'année et si l'apprenti avec lequel il travaille a effectivement été là aussi pendant toute l'année à plein temps, ils auront la même prime d'intéressement. Donc ce sera la présence effectivement qui sera le seul facteur de distribution de l'intéressement. Donc à nous de vous accompagner pour adapter cet intéressement de branche à la situation de votre entreprise et au message que vous voulez faire passer, message de motivation et de fidélisation que vous voulez faire passer à vos salariés. Alors l'intéressement de branche du BTP, effectivement, je vous disais qu'il y avait un coefficient pondérateur qu'on pouvait ajouter en fonction de l'évolution des dépenses et du remplacement du matériel, donc des dépenses d'entretien et de remplacement du matériel. Il s'agit en fait de partir par exemple sur la formule traditionnelle de l'intéressement de branche, on distribue 5% du RCI, mais en fonction de l'évolution positive ou négative du coût de remplacement et d'entretien du matériel, on va pouvoir minorer ou majorer l'intéressement distribué. Et l'objectif, il est clairement d'inciter les salariés à prendre soin du matériel qui leur est confié au quotidien pour qu'ils puissent réussir et travailler de façon le plus correcte possible. On a parlé d'un corps d'intéressement de branche, donc ça veut dire qu'il est en effet possible de le mettre en place uniquement pour les structures qui font partie des branches du bâtiment et des travaux publics. Pour toutes les autres entreprises avec lesquelles nous travaillons, pour tous les métiers connexes à celui du bâtiment et des travaux publics, je peux penser aux architectes, aux géomètres et à toutes les professions avec lesquelles nous travaillons, nous pouvons tout à fait les accompagner dans la mise en place d'un accord d'intéressement. Ce sera un accord d'intéressement dédié, mais qui pourra répondre exactement aux mêmes formules et aux mêmes modes de calcul et de répartition que l'accord d'intéressement de branche. Donc, si vous avez dans vos structures, dans vos groupes, des entreprises qui dépendent du BTP, d'autres qui ne dépendent pas du BTP, nous pouvons nous organiser, vous accompagner pour mettre en place un dispositif qui sera pour les salariés totalement équivalent. Enfin, l'idée, comme je l'évoquais, c'était de vous accompagner, vous, comme entreprise, dans la vie de votre accord d'intéressement. Donc, notre mission est de vous accompagner pour la mise en place de l'accord d'intéressement, de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez le déposer dans les temps impartis à la direction du travail. Et après, on ne va pas vous abandonner une fois que l'intéressement aura été déposé, que nous l'aurons enregistré dans nos outils. Nous pouvons vous accompagner pour interroger les salariés. Parce que quand je bénéficie d'une prime d'intéressement, quand je suis salarié, j'ai le choix. Soit je la place sur un PUI et un PER, avec l'avantage de ne pas avoir à l'ajouter à mon assiette d'impôt sur le revenu, soit je demande à ce qu'elle me soit versée pour tout ou partie immédiatement sur mon compte bancaire. Je devrais alors l'ajouter à mon assiette d'impôt sur le revenu, mais il va falloir qu'on me pose cette question. Donc cette question, elle est posée via un bulletin d'options. Ça peut être soit à l'entreprise, soit à Regard BTP, qui se substituera à l'entreprise, de poser la question aux salariés. Et donc ainsi, nous pouvons vous accompagner dans ce qu'on appelle la campagne d'intéressement pour interroger les salariés, recueillir leurs réponses, je place pas, et en fonction de la réponse de chacun, placer ou investir sur le support de gestion qu'ils auront défini leur prime d'intéressement. Et je le répète, pour tout ou partie, ça veut dire que je peux, si j'ai par exemple 1 000 € d'intéressement, dire j'en place 500 et j'en prends 500 directement pour partir en vacances ou faire ce que j'ai envie de faire. Je le mets sur mon compte bancaire. Donc important, effectivement, d'accompagner aussi les salariés dans ce choix et de leur donner un maximum d'informations. Alors pourquoi l'intéressement? Pourquoi éventuellement l'abondement qui peut être aussi un booster d'intéressement? L'idée de ce petit tableau, c'est de vous montrer quel est l'avantage de ces dispositifs en termes social et fiscal. En effet, très clairement, si je suis un chef d'entreprise qui veut servir à un montant brut, une prime brute à ses salariés, si je sers 1 000 € de prime brute,
j'aurai, moi, en tant que chef d'entreprise, un coût qui va dépasser les 1 400 € parce que j'ai des charges patronales à verser à mes salariés. Et si mes salariés, effectivement, décident de le placer, vont, effectivement, eux, s'ils sont, imposables, ils vont devoir supporter l'impôt sur le revenu, ils vont devoir supporter les charges salariales. Et donc, sur les 1 400 € dépensés par l'entreprise, il y en aura environ 667 qui seront du pouvoir d'achat réellement transmis aux salariés. Donc, un taux d'efficacité inférieur à 50%. Quand on parle d'épargne salariale, placée sur le pays ou sur le plan d'épargne retraite, cette épargne salariale, elle échappera pour toutes les structures de moins de 50 salariés. Et pour ce qui est de l'intéressement, on va parler de toutes les structures ayant moins de 250 salariés. Elle échappera à toute charge patronale. Donc, quand une entreprise décidera de verser soit 1 000 € d'abondement ou si l'entreprise verse 1 000 € d'intéressement, ces 1 000 € d'intéressement ou d'abondement lui coûteront 1 000 €. Et si le salarié les place, ce qui est le seul cas possible pour l'abondement, on en parlera, ou s'il le décide pour l'intéressement, pas d'impôt sur le revenu, uniquement 9,7% de CSG-CRDS, donc 903 € d'épargné net pour le salarié pour une dépense de 1 000 € pour l'entreprise. En termes de taux d'efficacité, on est bien supérieur à une prime ou un salaire traditionnel. Oui. Donc je passe maintenant à nouveau la parole à Roland pour évoquer en effet tout ce qui est supplément d'intéressement et pouvoir améliorer l'intéressement encore. Alors le supplément d'intéressement, pour moi, c'est un ovni social. Un ovni, c'est un truc extrêmement intéressant. Et pour bien comprendre le sujet, je vous propose de prendre un exemple chiffré. L'exemple n'est pas sur la slide, donc je peux me planter dans les calculs, François. Je vérifie. Tu corriges. Je corrige. Donc, on va imaginer que notre entreprise met en place un intéressement de branche. D'accord. Et le critère, 5% du résultat courant avant impôt. Prenons une entreprise qui a 10 salariés. OK. Pour simplifier, chaque salarié a un salaire brut de 30 000 € annuel. Toi, c'est simple, hein, oui. 300 000 € de masse salariale. Donc, le bénéfice, le résultat courant avant impôt, fait 200 000 €. Okay. Donc l'intéressement, c'est 200 000 € fois 5%, autrement dit 10 000 €. Si on choisit le mode de répartition qui est celle des salaires, chacun ayant le même salaire, chacun percevra le même intéressement, c'est-à-dire chacun percevra 1 000 €. OK. Ensuite, ça c'est l'intéressement légal tel qu'on vient d'en parler. Ensuite, le chef d'entreprise, je dis bien le chef d'entreprise, a la possibilité d'attribuer à ses salariés un supplément d'intéressement. Le supplément d'intéressement, c'est quoi? C'est l'entreprise a fait 200 000 € de résultats courant avant impôt. Elle distribue 10 000 € d'intéressement. Donc d'abord, vous avez compris que les 10 000 vont venir en moins des 200 000, c'est-à-dire que le résultat va faire 190 000, et ensuite il y a l'IS, l'impôt sur les sociétés, calculé. Donc l'intéressement génère une économie d'impôt sur les sociétés. C'est vrai. Mais le chef d'entreprise se dit, finalement, j'ai un résultat de 200 000. Le résultat, il est meilleur que j'imaginais. Les salariés ont été top durant l'année, ils ont été extrêmement engagés, et j'ai décidé, moi, de leur verser un supplément d'intéressement, c'est-à-dire faire mieux que les 5%. Alors, le supplément d'intéressement et l'intéressement doivent rentrer dans une enveloppe. Mais vous verrez, l'enveloppe, elle est extrêmement large, puisque l'intéressement et le supplément d'intéressement ne doivent pas dépasser 20% de la masse salariale. 20% de 300 000, ça fait 60 000 €. L'entreprise a donné 10 000 €. Donc ça peut dire qu'elle peut donner au titre du supplément d'intéressement 50 000 € de plus. D'accord. Elle peut aller jusqu'à 50 000. Donc imaginons qu'elle double l'intéressement, donc elle en donne 10 000 de plus. Les 10 000 ont les mêmes exonérations sociales et fiscales. Okay. Alors, il y a un petit aparté, c'est que moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les mêmes modes de répartition que l'intéressement. Parce que si vous amusez à dire, tiens, je vais prendre un autre mode de répartition, ça vous donne des contraintes de dépôt supplémentaires. Donc, prenez le même mode de répartition, et ce supplément d'intéressement, vous le provisionnez à votre bilan. Autrement dit, lui aussi va vous générer, pour l'année, on va dire 2024 par exemple, lui aussi une économie d'IS. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est à la main du dirigeant, et c'est le dirigeant, lui tout seul, qui décide du montant du supplément. Donc c'est pas extrêmement connu, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et parfois je dis que l'intéressement, la mise en place de l'intéressement ne vaut que par la possibilité, par le chef d'entreprise, de verser un supplément d'intéressement. Et c'est entre autres pour ça, effectivement, que l'accord d'intéressement de branche
bah, la formule ne donne pas un montant très important. C'était pour donner, en effet, aux chefs d'entreprise cette possibilité, la main, de booster via principalement le supplément d'intéressement, les sommes qui seront distribuées aux salariés et aux chefs d'entreprise, qu'ils ne s'oublient jamais dans l'histoire. Exactement. Autre sujet, donc là on quitte, on quitte l'épargne salariale. Parce qu'on va passer à la PPV. D'accord. Alors, okay. Et je le dis volontairement parce qu'en fait, la PPV, ce n'est pas de l'épargne salariale. Même si, dans la loi de partage de valeur, on l'a mis au même rang que l'épargne salariale, ce n'est pas vraiment, sauf si votre PPV, je vais vous en parler, vous le déposez sur un plan d'épargne salariale. Alors, que nous apporte cette loi? Alors, première chose, c'est que l'entreprise peut verser maintenant, dorénavant, 2 PPV au titre d'une même année civile. Okay, alors attention, vous savez que la PPV, pour être exonérée, a une limite. Sa limite, c'est 3 000 € par an, ou 6 000 € si l'entreprise a mis en place un accord d'intéressement ou un accord de participation volontaire, entreprise de moins de 50 salariés. Eh bien, cette limite ne change pas. C'est-à-dire que si l'entreprise décide d'octroyer 2 PPV, la somme des 2 PPV ne pourra pas excéder soit 3 000 €, soit 6 000 €. Alors ça peut être intéressant parce que si notre entreprise a octroyé une PPV le premier semestre, qu'elle a limité à 1 000 €, et puis finalement les résultats sont meilleurs que prévu, eh ben, elle a la main pour distribuer une deuxième PPV, ce qui n'était pas le cas avant. Okay, donc c'est quand même un progrès. Alors chaque prime est unique. Ça veut dire qu'il y a des formalités, soit un accord, soit une DE. Donc s'il y a 2 PPV, ben, il y a 2 accords, il y a 2 DE. Vous n'avez pas non plus les mêmes obligations de modulation. Une PPV, on peut la moduler. D'abord, on peut donner la même chose à tout le monde, mais on peut moduler selon la rémunération, on peut moduler selon le coefficient de la convention, on peut moduler selon l'ancienneté, on peut moduler selon le temps de travail, soit le temps de travail effectif, soit le temps de travail prévu au contrat de travail. Très souvent, ce qu'on voit quand même, c'est une PPV distribuée de manière égalitaire. Autre chose qui est importante, c'est que la PPV, elle est exonérée de charges sociales à l'exception de la CSG-CRDS au taux de 9,7%, mais la PPV, elle est soumise, sauf exception, à impôt sur le revenu. Oui. Donc parlons de l'exception. L'exception, alors c'est une exception qui est temporaire, puisqu'elle s'arrêtera normalement le 31 décembre 2026. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les salariés qui ont une rémunération annuelle inférieure à 3 SMIC annuels pourront voir leur PPV exonéré d'impôt sur le revenu. Donc double condition, effectif de l'entreprise, rémunération. Pour les autres, pour ceux qui ont une PPV qui serait soumise à l'impôt sur le revenu, ils pourraient décider de l'exonérer d'impôt sur le revenu s'ils déposent leur PPV sur un plan d'épargne salariale, autrement dit un PE ou un PERECO. OK ? Très bien. Enfin, il y a un truc à ne pas oublier qui est assez sournois. Et là, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Prenez l'exemple d'un salarié célibataire qui a un salaire net de 30 000 €. Oui. Okay. Quand il va déclarer sur sa déclaration de revenus 30 000 €, son revenu imposable sera de 27 000 €, puisqu'il aura 10% d'abattement pour frais professionnels. 30 000 moins 3 000, 27 000. Donc son revenu imposable est de 27 000. Imaginons qu'il ait une PPV de 2 000 €. Oui. Cette PPV, elle est exonérée d'impôt sur le revenu. Donc, mais vous la mettez, pour ceux qui font une déclaration de revenus, vous la portez sur votre déclaration de revenus. Alors pourquoi vous la portez? Puisque c'est exonéré d'impôt. Parce qu'en fait, elle ne vient pas modifier votre revenu imposable, mais elle vient modifier votre revenu fiscal de référence. Et votre revenu fiscal de référence, eh ben, c'est le revenu imposable, 27 000, plus la PPV, 2 000. Donc votre revenu fiscal de référence, votre RFR, quand on jargonne, il est de 29. La conséquence, c'est quoi? Ça sert à quoi le revenu fiscal de référence? Il sert notamment à certaines aides sociales. Il sert notamment à des exonérations de taxes foncières. Et donc, parce que vous avez une PPV, parfois, vous dépassez les limites. Et donc, vous pouvez perdre soit des exonérations, soit des aides sociales, soit totalement, soit partiellement. Okay. Ce qui n'est pas le cas de l'intéressement. Ce qui n'est pas le cas de l'intéressement. Ou de la participation, oui, c'est ça. Ou de la participation. Oui. L'intéressement et la participation sont exonérés d'impôt sur le revenu. Okay, s'ils sont placés. S'ils sont placés, s'ils sont bloqués. Mais ils ne viennent pas modifier votre revenu fiscal de référence. Ils sont exonérés. C'est-à-dire votre revenu imposable sera le même que celui de votre revenu fiscal de référence. C'est une différence importante. Mais comme ça fait appel à des notions fiscales compliquées,
ben parfois on zappe et on oublie ces impacts-là. Et ça peut avoir un impact pour les salariés des entreprises qui ne pourraient plus bénéficier de certaines prestations sociales. Donc, on pourrait, pas oublier, à la limite, en exagérant, on pourrait presque perdre plus d'aides sociales que de PPV qu'on a perçues. Oui, ce qui ne serait pas l'objectif de l'histoire. Ensuite, mais qui bénéficie de la PPV et des dispositifs d'épargne salariale? Alors, il y a deux grandes différences. La première, c'est que le chef d'entreprise, on l'a dit, dans les entreprises de moins de 250 salariés, pour faire simple, peuvent bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Par contre, ils ne peuvent pas bénéficier de la PPV. Alors, sur ce support, il est écrit « sauf dirigeant titulaire d'un contrat de travail ». On est bien d'accord que dans une TPE-PME, le dirigeant, il n'a pas de lien de subordination, donc il n'a pas de contrat de travail. Ça ne sert à rien de lui en faire un parce qu'il vaut rien. Ouais. Okay, donc il ne bénéficiera pas de la PPV. Deuxième différence de taille, c'est les travailleurs intérimaires. Le travailleur intérimaire, il n'est pas salarié de l'entreprise au sens du droit du travail, et ben il n'a pas le droit au dispositif d'épargne salariale. Par contre, il a le droit à la PPV. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on l'oublie souvent, ce travailleur intérimaire. Donc si votre travailleur intérimaire est présent dans l'entreprise au moment où vous versez la PPV, eh ben, vous devez lui verser une PPV à lui aussi, selon les mêmes conditions que le contrat, l'accord ou la DE que vous avez signé. Alors vous ne lui versez pas directement à lui, vous le versez à la société d'intérim qui le versera à l'intérimaire. Très bien. Okay. Ouais, donc un vrai impact, effectivement, dans le choix de mode d'alimentation entre l'intéressement et la PPV, sur les bénéficiaires et sur l'impact en termes de social. Ouais, tout à fait. Alors, sur la slide suivante, j'en ai parlé tout au long de ces commentaires. Donc, vous avez les commentaires qui sont sur cette slide-là. Okay, et on reprécise bien que les chefs d'entreprise ne sont pas éligibles à la PPV. Donc, en revanche, on précise que la PPV peut être abondée dans les dispositifs d'épargne salariale, tout comme peut l'être l'intéressement. C'est un autre moyen de, je réemploie le terme, de booster en effet les modes d'alimentation et d'encourager les salariés à épargner soit sur un horizon de 5 ans, soit sur un horizon retraite. Et ça, c'est au choix de l'entreprise. On va parler de l'abondement unilatéral, KESACO. Prenons l'exemple du PERECO, puisque c'est lui qui est concerné. Le PERECO ou le PERCO, quand c'est l'ancienne formule, c'est lui qui est concerné. Vous savez que comment ça fonctionne un PERECO? Le salarié fait le premier pas. C'est-à-dire qu'il fait le premier pas, c'est-à-dire qu'il fait un versement sur le PERECO. Donc ce versement, c'est soit un versement volontaire, donc il sort de l'argent de sa poche et il le dépose sur le PERECO, mais ça peut être aussi son intéressement, sa participation, les jours qui sont sur son CET ou des jours de congé quand il n'y a pas de CET. Donc il peut déposer, et sa PPV d'ailleurs, maintenant. Oui. Donc il peut déposer tout ça sur son PERECO, donc il fait le premier pas, et puis l'employeur fait le deuxième pas. Donc le deuxième pas, on appelle ça abonder, c'est l'abondement, et donc l'employeur, en fait, complète, abonde le versement du salarié. Et donc, fiscalement, pour qu'on soit en exonération fiscale, l'abondement, il ne doit pas être supérieur à 3 fois le versement du salarié dans la limite de 16% du PAS, environ 7 500 €. Ça, c'est l'abondement de droit commun. Et puis, il y a une petite exception, c'est l'abondement unilatéral. Vous avez compris que là, on ne demande pas de faire le premier pas au salarié. Donc, il ne fait pas de premier pas, il n'y a que l'employeur qui verse. Et donc, jusqu'au 1er juillet 2024, cet abondement unilatéral, il était plafonné à 2% du PAS. Donc 2% du PAS, ça fait 2% de 46 368, ça fait environ 920 €. Et là, cette loi de partage de valeur, elle a augmenté de manière considérable l'abondement unilatéral, puisqu'il est passé à 3 000 €, c'est un forfait, 3 000 €. Donc l'entreprise peut verser 3 000 au maximum, dans un maximum unilatéral de 3 000 € pour chacun de ses salariés, sans effort du salarié, voire même 6 000 € si l'entreprise a mis en place un accord d'intéressement ou un accord de participation volontaire. Très bien. Okay, ça peut être très intéressant l'abondement unilatéral, parce que ça permet, ça fait une petite cagnotte pour le salarié. PERCO, je vous rappelle que le PERCO, son échéance normale, c'est la retraite. Il y a quelques cas de déblocage anticipé qui ne sont pas des cas très sympathiques, le décès, l'invalidité, j'en passe. Il y a un cas qui peut être plus sympathique, c'est l'acquisition de sa résidence principale. Donc ça peut servir. Moi, je dis à chaque fois que ça peut servir au moins à payer, par exemple, les frais de notaire. Oui. Donc, pas inintéressant.
Donc le PER ou le PERCO peut s'adresser à tout le monde. Ah oui, complètement. Ce qui est aussi important à noter et à rappeler, c'est que ces politiques d'abondement, qu'elles soient l'accompagnement des efforts d'épargne des salariés ou ce fameux abondement unilatéral, peuvent être mis en place par l'entreprise sur une année et pas obligatoirement reconductibles dans tous nos dispositifs d'épargne salariale l'année suivante. Donc on ne crée pas quelque chose qui va engager l'entreprise sur les années suivantes. Et donc cette souplesse est un sacré plus pour les entreprises. Dernier point avant de répondre aux questions, oui, c'est les cas de déblocage anticipés. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, des cas de déblocage anticipés, je vous ai dit, hormis l'acquisition de la résidence principale, ce n'est pas des cas heureux pour le PERCO, l'invalidité, le décès, le surendettement, donc tout ça, la fin de droit au chômage, donc pas sympa. Il y a 5 cas de déblocage anticipé. La loi elle nous a apporté 3 nouveaux cas de déblocage anticipé qui concernent le PE, le plan d'épargne d'entreprise. Oui. Donc, ces nouveaux cas de déblocage anticipé concernent les travaux de rénovation énergétique, très bien, concernent les dépenses liées à l'activité de proche aidant, et enfin, les dépenses liées à l'achat d'un véhicule qui répond à certaines conditions. Moi, je vous invite à lire les décrets, puisque quand l'administration, en général, pond un truc, par exemple sur les véhicules propres, il y a 10 pages sur la définition de ce qu'est un véhicule propre, etc. Moi, je ne suis pas un technicien de l'automobile, donc je vous invite à lire les décrets, mais grosso modo, si vous avez un véhicule dont le carburant, entre guillemets, électricité ou l'hydrogène, ou un combiné des deux, eh ben, vous pouvez, pour acheter ce véhicule, débloquer de manière anticipée votre PE. Et sauf erreur de ma part, il faut que le véhicule soit branchable. Donc un full hybride ne fonctionnerait pas. Mais ça, c'est à vérifier. C'est à vérifier. Et on peut aussi intégrer les véhicules à pédalier, donc les vélos. En effet, on peut s'acheter un vélo électrique avec son épargne salariale. Donc n'hésitez pas à en profiter. On rappelle quand même que sur le PE, quand on met son intéressement sur le PE ou sa participation, donc pourquoi on le met sur un PE? On le met sur un PE parce qu'on l'exonère fiscalement d'impôt sur le revenu. Oui. Donc c'est extrêmement intéressant. Et sur le PE, cette somme d'argent est bloquée pendant 5 ans. Donc un déblocage anticipé, ça veut dire qu'on peut retirer cette somme d'argent avant le délai de 5 ans. Et sans punition fiscale. Et sans punition fiscale, c'est-à-dire que vous gardez votre exonération fiscale. Donc c'est intéressant. Oui. Pour rappel, parce que les choses ne sont pas simples dans notre beau pays, c'est qu'on vous a mis les cas de déblocage anticipés selon qu'on ait un PE, un PERCO ou un PERECO. Okay, donc le PERCO, c'est l'ancienne formule du PERECO, pour faire simple. Vous voyez que même entre ces deux dispositifs, les cas ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des différences de rédaction. Les cas de déblocage anticipés sont limités puisque l'échéance, c'est la retraite. Il y a beaucoup plus de cas de déblocage anticipé pour le PE, puisque là, ce n'est bloqué que 5 ans. Okay, oui. Donc, ce n'est pas très gênant de rajouter des événements qui permettent le déblocage anticipé. Alors là, il y a des événements qui sont plus heureux, comme la conclusion d'un PACS, le mariage, la naissance d'un 3e enfant, et puis il y a d'autres événements comme la violence conjugale, etc., qu'on n'a pas pour le PERCO. Tout à fait. En effet, moi je rajoute toujours ce point, c'est que Roland l'a évoqué, le PERCO ou le PERECO sont disponibles quand on achète sa résidence principale. Donc c'est pour montrer qu'il peut s'adresser à toutes les générations. Je suis relativement jeune, je suis peut-être à 30 ans de ma retraite. Je ne vais pas attendre mes 30 ans pour bénéficier de mon PERECO. Je vais plutôt l'utiliser pour me créer et pour m'acheter plutôt ma résidence principale. Et donc c'est le meilleur moyen de préparer sa retraite, c'est d'être propriétaire de sa résidence principale. Ouais, tout à fait. On en a fini. En fait, on a parlé des dispositions les plus importantes de cette loi de partage de valeur. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Alors cette loi date de fin novembre 2023, puisqu'on a eu un peu de retard dans la publication des décrets, et on a eu des décrets qui ont été publiés en juillet 2024 et en octobre 2024, et maintenant on a l'ensemble du texte pour pouvoir l'expliquer à nos auditeurs. Et vous accompagner dans la mise en place de ces dispositifs dans vos entreprises. Nous attendons vos questions, nous en avons déjà certaines, nous allons y répondre. Et la première question que je vais citer, notre exercice se termine au 31/12/2024. La mise en place doit se faire à quel moment? Pardon. La mise en place, quelle est la règle? La règle, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, vous devez bénéficier d'un dispositif de partage de la valeur. Alors, quand on a dit ça, on ne vous dit pas que le 1er janvier 2025, il faudra avoir déjà un accord d'intéressement ou une politique d'abondement en place. La règle, elle est la suivante. Si vous choisissez de mettre en place un accord d'intéressement, il faudra que vous mettiez un accord d'intéressement qui couvre la période incluant le 1er janvier
2025. Donc, si votre exercice est calé à l'année civile, vous avez jusqu'au 30 juin 2025 pour signer votre accord d'intéressement ou signer votre adhésion à l'accord d'intéressement de branche et ensuite le distribuer en 2026. Donc il faudra qu'après la signature, le 30 juin au plus tard, vous le déposiez à la direction du travail. Si c'est plutôt une politique d'abondement au versement volontaire qui répond à cette obligation, il faudrait que vous proposiez une politique d'abondement au versement volontaire courant 2025. Et ça, j'en dire, quel que soit votre exercice fiscal, parce que l'abondement est calé obligatoirement à l'année civile. Et ça, vous avez toute l'année pour le mettre en place, parce qu'il n'y a pas d'idée de prorata temporis dans une politique d'abondement. On peut préciser que pour le contrat d'intéressement, François, c'est que le législateur, quel qu'il soit, a assoupli au fil des ans la mise en place des contrats d'intéressement. Et la dernière modification importante date de ces dernières années, c'est que la durée d'un contrat d'intéressement, auparavant c'était 3 ans. Oui. Okay, donc quand on était dans un contrat d'intéressement, on était engagé pour 3 ans, et puis il fallait le renouveler tous les 3 ans, etc. Donc c'était des contraintes de dépôt, d'adhésion, etc. Maintenant c'est beaucoup plus simple. Un contrat d'intéressement, il dure entre 1 an et 5 ans, donc on peut faire un contrat d'intéressement d'1 an, et vous pouvez le reconduire par tacite reconduction. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire les formalités, donc vous faites 1 an par tacite reconduction, et puis si vous voulez changer les formules, vous faites un avenant, si vous voulez le supprimer, vous le dénoncez. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Hein. D'accord. Donc, n'hésitez pas. D'autres questions? Alors, les entreprises non concernées par la loi de partage de la valeur peuvent-elles aussi se rattacher à l'intéressement de branche? Bien sûr. Voilà. La loi de partage de la valeur incite les entreprises et encourage plus que fortement, en effet, les entreprises ayant au moins 11 salariés à mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Vous pouvez mettre en place un accord d'intéressement à partir du moment où vous avez au moins un salarié au sens du droit du travail. C'est ce qu'expliquait Roland en préambule sur les obligations et la taille des entreprises pouvant être bénéficiaires et les salariés pouvant être bénéficiaires d'épargne salariale. Une petite précision, parce que quand tu dis ça, ça me fait penser à autre chose. Si on prend une entreprise toujours avec 2 salariés, mais cette fois-ci, le salarié n'est pas l'épouse, mais un apprenti. Oui. Donc un apprenti, c'est un salarié. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il a le droit à l'intéressement. Okay. Si on met en place un contrat d'intéressement, il a le droit au même titre que les autres salariés. Par contre, si votre unique salarié est un apprenti, vous ne pouvez pas mettre en place un accord d'intéressement, un dispositif salarial, parce que ça ne suffit pas. Il faut un salarié, comment on pourrait appeler ça je ne sais pas, il n'y a pas de nom, qui ne soit pas apprenti. Oui. Voilà. Un salarié normal, entre guillemets. Oui, tout à fait, ça c'est important. Quel est le montant du forfait social? Le forfait social, quand il est mis en place, est de 20% donc, pour les structures à partir de 50 salariés. Et pour les structures à partir de 250, je vais y arriver salariés pour l'intéressement. Donc le forfait social est de 20% dans le plan à 5 ans, dans le PUI ou le PE, et il sera de 16% dans le PERCO. Non, dans le PER, et maintenant dans le PERCO, dans les vieux PERCO, il est passé à 20%, sauf erreur de ma part? Dans les PERCO, dans les vieux, c'est 20%. Et dans les nouveaux? Et dans les nouveaux, c'est 16%. Il faut remplir certaines conditions. Oui. Et notamment que tout le monde remplit les conditions. Il faut que 10% du montant de votre portefeuille correspondent à des entreprises TPE, PME. Oui, et ce qui est le cas de tous les dispositifs mis en place par nous-mêmes et tous nos confrères. Ça, il n'y a pas de sujet. Quelle est la date d'imposition de la PPV? La PPV est imposable sur l'année de versement. Le moment où elle est perçue. Ok, tout à fait. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Si l'entreprise propose de l'abondement uniquement sur le plan d'épargne retraite, répond-elle aux exigences de la loi? Oui, effectivement, si vous proposez un abondement, et je vais reprendre un peu les exemples de Roland, si j'abonde à 10% jusqu'à 100 € dans un plan d'épargne retraite, j'aurais proposé un dispositif de partage de la valeur. Il va sans dire qu'aucun des salariés ira mettre 1 000 € pour avoir 100 € d'abondement dans son PER, parce que l'horizon de placement lui semblera long, parce que ça lui semblera ne pas valoir le coup. Donc, j'ai envie de dire, on aura répondu à la loi, on n'aura pas répondu à l'esprit de la loi, et donc les salariés pourront peut-être réagir un peu négativement au fait que leur entreprise soit un peu passée à côté. Un petit conseil, si vous avez décidé de mettre en place un contrat d'intéressement, vous n'avez pas l'obligation de mettre en place un PE ou un PERECO. À titre personnel, moi je vous conseille d'en mettre en place parce que si vous ne mettez pas en place un PE ou un PERECO, en fait vous privez vos salariés du droit à exonération fiscale.
C'est-à-dire que votre salarié il a un intéressement, il ne peut pas le bloquer sur un PERECO ou un PE. Donc certes, il ne paiera que 9,7% de charges sociales au titre de la CSG-CRDS, mais il ne sera pas exonéré d'impôt sur le revenu. C'est un peu dommage. Donc ouvrez un PE ou un PERECO, ça ne coûte pas très cher en frais de gestion et ça permet, parce que dans ces entreprises, vous avez différentes typologies de salariés. Ben, vous avez les plus jeunes qui ont besoin d'avoir leur argent tout de suite, et puis vous avez des plus âgés qui préfèrent déposer ça, avoir en fait comment on pourrait dire ça, une économie placée en vue d'investissement ou de leur retraite même. D'accord. Je reprends les autres questions. Nous versons 2 primes par an. Le versement d'une PPV ou la mise en place d'un accord d'intéressement peut-il dénoncer cet usage? Alors ça, c'est une question importante. Donc à partir du moment où je mets en place un dispositif de partage de la valeur, est-ce que ça peut dénoncer effectivement un système de primes par an? Et si oui, dans quelles conditions? Alors, j'ai pas compris ce qu'on me versait 2 fois par an dans la question. Alors, je reprends la question. Effectivement, nous versons 2 primes par an. Donc, une entreprise a l'habitude de verser 2 primes normales par an. 2 primes soumises à charge sociale. Soumises à charge sociale, tout à fait. Alors, si vous versez de manière habituelle 2 primes par an, si vous décidez de mettre en place un contrat d'intéressement parce que vous avez cette obligation-là à compter du 1er janvier 2025, ben vous avez l'obligation de continuer à verser vos primes. Puisque un dispositif d'épargne salariale ne peut pas venir en substitution d'un usage, et notamment de primes, qui seraient soumises à charge sociale. On peut le faire uniquement si on respecte un délai de prévenance, c'est-à-dire que je verse 2 primes par an. Eh bien, il faut que j'attende 12 mois sans verser de primes pour pouvoir mettre en place un accord d'intéressement. Sauf comme la loi, là, elle vous contraint à mettre un contrat d'intéressement dès le 1er janvier 2025, eh bien, c'est intéressement plus prime. C'est en plus, hein. Alors, avec la petite subtilité, c'est que si vous mettez en place un accord d'intéressement au titre de l'année 2025, effectivement, il sera comptabilisé, comme le disait Roland, dans l'exercice 2025, mais en termes de trésorerie, l'effort de trésorerie sera en 2026. C'est aussi un petit point de différenciant des primes de partage de la valeur. Et même avant le 31 mai 2026. Et avant le 31 mai 2026, pour être exact, en effet. L'entreprise peut-elle dès maintenant proposer de l'abondement sur les versements de PPV? Oui, c'est possible. C'est possible à partir du moment où les dispositifs le permettent. Les anciens dispositifs, par exemple, chez nous, qui sont les PUI et les PERCO du BTP, ne permettent pas cette option parce que ce sont des dispositifs qui ont été mis en place avant l'arrivée de la PPV et de la possibilité de l'abonder. Donc, il convient effectivement de changer de dispositif et de faire évoluer son épargne salariale. Mais il n'y a pas de sujet, les PPV, les primes de partage de la valeur peuvent être abondées tant dans le PUI que dans le PER. C'est une bonne question puisque tout le premier semestre 2024, on attendait en fait le décret pour pouvoir mettre sa PPV sur un plan d'épargne. Les décrets ont été publiés fin juin et début juillet, donc depuis le 1er juillet, c'est possible. Les entreprises doivent-elles verser leur supplément d'intéressement en même temps que l'intéressement lui-même? Petite question relative. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Toujours mon exemple. Une entreprise qui clôture le 31 décembre 2024, on calcule l'intéressement. L'intéressement, lui, doit être versé avant le dernier jour du 5e mois qui suit la clôture, donc avant le 31 mai 2025. L'entreprise a décidé, lorsqu'elle arrêtait son bilan, de verser un supplément d'intéressement. Lui, le supplément d'intéressement, il peut être versé jusqu'au 31 décembre 2025. Il faut le verser avant la clôture de l'exercice. Avant la clôture de l'exercice. Et ce qu'on évoquait, le répartir de la même façon que l'intéressement pour lui-même. Éviter toutes les formalités de dépôt. Oui, voilà. Et donc comme ça, on se simplifie la vie. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions, à moins que vous en ayez encore... Non, pas plus de questions. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés. On espère qu'avec Roland, nous avons été assez clairs et que vous avez moins de questions sur la prime de partage de la valeur et la façon de partager la valeur avec vos salariés. Vous avez maintenant le fameux QR code dont je parlais en début de webinaire qui s'affiche. N'hésitez pas à le charger et il vous permettra de prendre un rendez-vous avec votre conseiller pro-BTP qui sera à même de vous accompagner et de vous proposer la solution qui correspondra plutôt à votre entreprise et puis à ce que vous voulez vous-même proposer à vos salariés. On l'a montré, on essaye d'avoir été convaincant. On essaye de vous avoir convaincu, mais l'idée, c'est que ces dispositifs peuvent s'adapter à chaque entreprise et répondre à vos besoins et faire de cette loi de partage de la valeur une opportunité pour fidéliser, pour motiver et fédérer vos salariés.
À très bientôt. Merci À Roland. bientôt. Passez une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.